Voilà. Bon matin tout le monde. On voit que là, les personnes rentrent au fur et à mesure. On va attendre encore une petite minute, mais bienvenue à cette conférence sur le transfert d'entreprise. On est bien content de commencer la journée avec vous. Donc, merci de patienter encore quelques instants. Écoutez, si ça vous convient, je pense qu'on peut commencer. Donc, encore une fois, bienvenue à cette conférence sur le transfert d'entreprise, vendre à ses employés. Donc, c'est un sujet d'actualité en ce moment. Donc, effectivement, avec tous les enjeux de main-d'œuvre, de relève qu'on peut connaître aujourd'hui dans tous les secteurs économiques, on est vraiment content, nous, de pouvoir offrir ce cycle de conférences avec des partenaires. Donc, alors, quelques petites informations un petit peu techniques avant de commencer. Donc, comme vous pouvez le constater, la conférence est enregistrée. On va la rendre disponible puisqu'on achève notre cycle de 3 conférences. Donc, c'est une conférence qui sera disponible. Donc, voilà, c'est enregistré. Tout au long de la conférence, on va avoir plusieurs présentations. On va prévoir des périodes de questions-réponses entre chacune des présentations. Donc, n'hésitez pas à utiliser la petite icône de main levée pour participer, ou bien vous pouvez poser vos questions dans le chat tout au long de la conférence. Moi, je vais monitorer ce qui se passe, je vais relever les questions, donc n'hésitez pas à intervenir. Et puis, encore une fois, donc dans notre sujet de conférence sur le transfert d'entreprise et vendre à ses employés, on sait que dans les cas de transfert, il existe souvent plusieurs options intéressantes, mais on ne pense pas assez souvent à vendre à ses employés. Et pourtant, on va voir aujourd'hui à quel point ça peut être une option très intéressante. On va avoir Jean-Maxime Nadeau avec nous qui va commencer par nous faire une petite introduction rapide sur les enjeux de transfert actuels. Et puis, on va voir que c'est un choix sensé, notamment avec Grégory Brasseur, qui est conseiller à la reprise collective du CETEC, qui va nous présenter les grandes étapes d'un transfert. Isabelle Faubert-Mailloux, qui est directrice générale du réseau Coop et qui va présenter donc le modèle de la coopérative de travail. Jean-Maxime Nadeau, qui est directeur régional coopérative et autres entreprises d'économie sociale chez Investissement Québec, qui va nous présenter des exemples concrets de montage financier. Et on a la chance d'avoir Pascal Brulotte avec nous de la coopérative Edgar, qui a vécu un transfert l'année passée. Donc, c'est le plus gros transfert en coopérative de travail de l'année 2021. Donc, on a la chance d'avoir son témoignage aujourd'hui. Donc, posez vos questions, ça sera très intéressant. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole donc à Jean-Maxime. Merci Mathilde. Bonjour, comme Mathilde le disait, je m'appelle Jean-Maxime Nadeau et j'ai le privilège de diriger l'équipe spécialisée au niveau des coopératives chez Investissement Québec. Écoutez, on le sait et on en parle depuis plus de 15 ans, le Québec se dirige vers une importante vague de départ à la retraite des petites et moyennes entreprises qui constituent la véritable colonne vertébrale de notre économie, notamment en région. Plusieurs de ces entreprises n'ont pas de plan de relève identifié, ce qui met en péril les emplois qu'elles assurent dans nos régions, mais qui offre également une opportunité en or pour les travailleurs, clients et autres parties prenantes d'en assurer le développement et l'ancrage local en décidant de les reprendre selon le modèle coopératif. C'est pourquoi Investissement Québec a accepté avec enthousiasme de contribuer à l'initiative du réseau Coop en compagnie du Centre de transfert d'entreprise du Québec
pour faire connaître davantage la formule et les leviers qui appuient les projets de reprise sous forme de coopérative. Merci au réseau Coop, initiateur de cette conférence, et n'hésitez surtout pas à consulter Investissement Québec pour tous vos projets d'entreprise, collectifs ou privés. Merci et bonne conférence. Merci Mathilde, de retour à toi. Oui, oui, bien sûr. En fait, je passe tout de suite la parole à Grégory qui va nous présenter les grandes étapes du transfert. Donc, à toi la parole. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Vous devriez voir apparaître donc la présentation PowerPoint. Là, je vois que c'est le cas, excellent. Donc, première partie ce matin, essayer de faire un tour d'horizon du processus de transfert de manière, là, vous l'aurez deviné, en 10 minutes, ça va être assez rapide. Mais d'abord, qui sommes-nous? Qui est le CETEC? Je vous présente brièvement. On est une organisation en but non lucratif. Donc, le CETEC est neutre, ne vise pas là, n'est pas un courtier, n'est pas non plus une firme conseil. C'est un organisme donc à but non lucratif. On a un mandat gouvernemental par le ministère de l'Économie et de l'Innovation qui est réalisé là, au quotidien. Présence régionale dans toutes les régions du Québec, donc un conseiller en transfert d'entreprise qui peut accompagner à la fois les cédants et les repreneurs sur les différentes étapes d'un transfert d'entreprise, que ce soit là au niveau des étapes préliminaires jusqu'à le post-transfert, le transfert de savoir, etc., ce qu'on va voir tout à l'heure. Et ce qu'on vise au CETEC, c'est avant tout là, assurer la pérennité des entreprises, de l'économie régionale, de ce tissu économique-là qui a été créé à travers les années. Comment est-ce qu'on le fait? Information et sensibilisation, un peu comme la rencontre d'aujourd'hui. Il y a des formations aussi qui peuvent être données pour ceux qui veulent aller un peu plus loin dans leur connaissance, leur maîtrise du processus de transfert, que ce soit cédant, repreneur. Un accompagnement qui est le cœur de notre offre de service, donc pour un accompagnement gratuit, non facturé, pour les cédants et les repreneurs qui, au fond, se lancent dans un processus soit d'acquisition, soit de vente. Du référencement de professionnels aussi. Il faut comprendre qu'on ne se substitue pas aux professionnels. On est vraiment là pour donner des informations sur le processus général, mais on aura toujours besoin d'un CPA, d'un avocat, etc., là, pour pouvoir réaliser les différentes étapes de la transaction, ce que nous, on n'offre pas au CETEC. On est vraiment au niveau de l'accompagnement général. Et du maillage. On a une plateforme en ligne là, qui permet d'aller voir des entreprises qui sont à vendre et qui permet aux repreneurs d'exposer leur projet repreneurial et de faire du maillage finalement, de faciliter les rencontres. Qu'est-ce qu'un transfert d'entreprise? Comment le réaliser? Au fond, on aime bien le diviser là, en trois parties. Souvent, on va penser au transfert d'avoir d'abord et avant tout. Les différentes étapes, lettre d'intention, convention d'acquisition, etc., vérification diligente. Mais c'est aussi un processus humain, c'est aussi et surtout un processus humain, j'ai envie de dire. Il y a un transfert de savoir qui est là, transfert de pouvoir aussi qui est là. Il y a toutes sortes de partenaires qui sont là, qui vont voir un changement majeur se passer dans leur vie, que ce soit les employés, que ce soit des fournisseurs, que ce soit des clients. Donc, il y a une gestion du changement à faire là. Et donc, c'est un phénomène tridimensionnel, j'ai envie de dire. Ce n'est pas juste transfert d'actifs. J'aime bien l'appeler la diapo assommoir, là, il y a beaucoup de stock là-dessus. On va faire un parcours général. Aujourd'hui, notre but, ce n'est pas de devenir des spécialistes du processus de transfert, mais plutôt d'avoir un aperçu global. Puis, si vous avez, comme cédant ou comme repreneur, besoin d'accompagnement, on est là pour être là à travers ces différentes étapes-là. Probablement, l'une des étapes les plus importantes, mais les moins connues, la préparation du cédant et de l'entreprise. Il y a énormément de travail à faire en amont d'une transaction, planification financière et fiscale du cédant. Il y a, par exemple, pour avoir l'exonération de gain capital, il faut avoir passé l'entreprise à travers un certain processus qu'on appelle souvent la purification de l'entreprise, là, être sûr qu'on respecte toutes les règles qui existent pour pouvoir avoir l'exonération de gain capital. Si vous voulez faire une fiducie familiale, il faut qu'il y ait certains délais aussi qui soient respectés. Donc, comme cédant, avant de vendre son entreprise, de rencontrer un planificateur financier, de rencontrer un fiscaliste, c'est un incontournable pour pouvoir s'assurer de ne pas avoir de mauvaises surprises lorsqu'on est en plein cœur de la transaction. Donc, planification, absolument important. Élaborer une vision de la continuité de l'entreprise. Qu'est-ce qu'on veut pour notre entreprise? On veut léguer quelque chose à l'économie régionale, à l'économie du Québec.
Est-ce qu'on veut tout simplement avoir le meilleur prix qu'il faut et puis that's it, peu importe ce qui se passe par la suite, que ce soit récupéré par un concurrent puis démantelé par la suite. Nous, on veut le prix le plus fort. Il faut le déterminer avant même de s'embarquer là-dedans parce que ça peut faire avorter une transaction carrément. Donc, si on souhaite avant tout, léguer une entreprise a un prix juste, puis que ça se poursuive pour les clients, pour les employés, que les emplois soient maintenus pour la communauté, dans le fond, de l'établir, puis de savoir que on n'acceptera pas de négocier avec n'importe quel repreneur. Évaluation de la juste valeur marchande, ça va de soi, comme c'est il faut savoir combien vaut notre entreprise avant de se lancer dans des négociations ultérieures. On a fait une planification financière, donc on sait ce qu'on a de besoin pour nos projets futurs comme c'est si on part à la retraite, si on part en voyage, si on veut s'acheter un chalet, n'importe quoi. Il faut avoir un certain prix de notre entreprise pour pouvoir avoir les moyens de nos ambitions, de nos projets. Donc, un plan de valorisation, ça peut servir à augmenter la valeur de l'entreprise, que ce soit en développant certains marchés, en faisant la mise à niveau de certains actifs, etc. Il y a différentes manières là, de valoriser l'entreprise, mais tout ça, ça doit se faire à l'avance. Ça ne peut pas se faire là, la veille, évidemment, là, de la transaction, évidemment. L'analyse des processus et des rôles du cédant. Au fond, le cédant va quitter l'entreprise. Il va y avoir des remplaçants, des remplaçantes pour assumer son rôle, que ce soit comme administrateur ou comme entrepreneur stratégique, qui a une vision stratégique, ou que ce soit comme un rôle opérationnel. Il y en a parfois, les entrepreneurs s'occupent de la comptabilité en même temps. Donc, il faut savoir qu'est-ce que l'entrepreneur fait et éventuellement, donc, dans une structure, par exemple, de coop de travailleurs, pour reprendre le thème de la journée, comment est-ce que ça va se passer? Est-ce qu'il va y avoir une tenue de livre à l'externe? Est-ce qu'il va falloir embaucher un directeur général, un gérant? C'est important de savoir ça parce que l'étape suivante, pré-faisabilité. Donc, au niveau financier, est-ce que ça se tient de penser à un scénario de reprise collective? Il faut pouvoir ajuster la masse salariale en conséquence. Il faut pouvoir ajuster les coûts d'honoraires professionnels, par exemple, tenue de livre externe, qui permettrait de savoir si ce scénario-là se tient et comment ça pourrait se faire au niveau de l'organisation, de l'organigramme, etc. L'identification des experts avant de se lancer dans la transaction, on n'insistera jamais assez là-dessus, là, je vais y revenir un peu plus tard, mais bien vous entourer, c'est vital. Voilà, une fois qu'on a passé à travers tout ça, le terrain est là et propice là, à ce qu'on procède à une transaction sans qu'on ait des mauvaises surprises là, du côté du cédant. Évaluation de faisabilité, vous aurez vos parties prenantes valider leur intérêt. Isabelle du réseau Coop va nous en parler un peu plus tout à l'heure, mais donc au niveau des travailleurs, est-ce qu'il y a un intérêt? Évaluation de la faisabilité organisationnelle. Tout ce qui a un caractère gras, je vais y revenir tout à l'heure, c'est des étapes qui sont subventionnables. On a le programme de soutien à la reprise collective qui existe, qui est géré par le CETEC, financé par le MEI, et qui vous permet d'obtenir des fonds jusqu'à 70% des honoraires pour financer là, les professionnels qui doivent intervenir à différentes étapes, dont à l'évaluation de la faisabilité organisationnelle. Donc, il y a un intérêt des travailleurs à apprendre l'entreprise. Est-ce qu'ils ont l'esprit entrepreneurial? Est-ce qu'ils ont certaines compétences ou un certain potentiel pour développer ces compétences de gestion-là et puis gouverner une entreprise de manière démocratique? Donc, il y a possibilité d'embaucher CRHA pour pouvoir faire ces vérifications-là via des entrevues, via des focus group ou tests psychométriques parfois qui peut être fait. Il y a un intérêt, les compétences, les valeurs coop sont là, formation d'un comité provisoire, engagement de confidentialité, donc il va y avoir des négociations, du partage d'informations qui va commencer à se faire, être sûr que de part et d'autre, on respecte la confidentialité, que ce n'est pas trop ébruité partout pour pas qu'il y ait de répercussions là, pour le cédant. Évaluation de la juste valeur marchande par les repreneurs, c'est naturel, c'est une grosse acquisition, c'est des grosses sommes qui vont être transigées, un peu comme quand on achète une maison. On veut s'assurer qu'on paye le prix juste, on va le faire évaluer par un expert, un triple E, un CPA, ou même un évaluateur agréé, là, évidemment, s'il y a de l'immobilier. Et évaluation de faisabilité financière. On a fait une pré-faisabilité à la première étape. J'aime dire que c'est un peu sur le rough, là, la pré-faisabilité d'une reprise collective. Évaluation de faisabilité financière, là, on va aller
de manière plus poussée dans le montage financier, les états prévisionnels, voir si tout ça se tient réellement. Par la suite, lettre d'intention, c'est là que nos repreneurs vont décider s'ils sont sérieux, s'ils vont de l'avant après les premières vérifications qui ont été faites au niveau des états financiers, de la faisabilité de tout ça. On va passer à l'étape du financement, donc voir est-ce que, avec des partenaires comme Investissement Québec, évidemment, qui sont intéressés à financer, voir quelles sont leurs exigences en termes d'information et ce qu'ils offrent comme financement. Vérification diligente, comme je l'ai dit tout à l'heure, un peu comme quand on achète une maison, on va faire venir un inspecteur, s'assurer que tout est en ordre, tout est comme on le pensait. Et puis, s'il y a des éléments qui ne sont pas comme on pensait, de procéder à une négociation pour pouvoir éventuellement arriver à un contrat d'acquisition qui est souvent basé là, sur ce qui était proposé dans la lettre d'intention avec plein de clauses là, qui s'ajoutent, évidemment. C'est 3 étapes en caractère gras. Pour les repreneurs, c'est subventionnable, donc les frais d'avocat, de notaire, de CPA qui sont impliqués lors de ces étapes-là. Il peut y avoir jusqu'à 70% de financement là, dans les cas de reprise collective au CETEC. On y est, transfert des avoirs, et puis là, on pense que c'est terminé, mais non. Transition et post-transaction, on a des étapes hyper importantes qui débutent pour préserver l'entreprise, s'assurer que nos clients, nos fournisseurs ne prennent pas la poudre d'escampette parce qu'ils sont inquiets de savoir que c'est plus la personne qu'ils ont connue durant plusieurs années qui est à la tête de cette entreprise-là. Plan de communication très important, cerner les inquiétudes des clients, des fournisseurs, les inquiétudes potentielles, les adresser de manière adaptée. Les employés, là, je ne l'ai pas noté là parce qu'évidemment, c'est des cohortes de travailleurs, mais dans un contexte autre, comme une transaction qui n'est pas une coopérative de travailleurs, évidemment, on porte attention aux employés clés, s'assurer qu'ils sont à l'aise avec le changement et adresser là, leurs inquiétudes. Transfert des savoirs. Idéalement, en contexte de cohorte de travailleurs, ça commence le plus tôt possible. Donc, on l'a vu là, à la première étape. Donc, réviser la structure organisationnelle, analyser les processus et les rôles des cédants. Si déjà on peut commencer à transférer du savoir, on va être moins pris en étau là, dans le temps au moment de la transition. Ça va être déjà débuté. Et restructuration organisationnelle. Le nouveau rôle du cédant. Il demeure dans le portrait, mais plus comme conseiller à la coopérative. C'est plus lui qui est à la tête de l'entreprise. Ça, c'est bon que ce soit évidemment clarifié auprès des parties prenantes puis au sein de l'équipe. S'assurer que tout le monde est à l'aise avec la nouvelle structure de gouvernance. Et post-transaction, donc un renouvellement stratégique où on va amener cette entreprise-là. On a sûrement vu un potentiel lorsqu'on s'est dit qu'on voulait acheter l'entreprise comme coop de travailleurs. Est-ce qu'on veut développer des nouveaux services? Est-ce que etc. Donc, on va s'attarder à l'environnement d'affaires, faire différentes réflexions stratégiques pour voir qu'est-ce qui peut être le potentiel de cette entreprise-là. Je vais accélérer un petit peu pour considérant que le temps file. Je vous parlais du programme de soutien à la reprise collective. Ça s'adresse aux repreneurs et aux cédants. Ça permet de subventionner l'évaluation de faisabilité financière. Donc, si on résume, l'évaluation de la culture organisationnelle. Donc, se demander, il y a peut-être un potentiel de reprise collective, mais est-ce que c'est faisable? Ça, c'est finançable, ces 2 volets-là, pour répondre à cette question-là. Et les frais de transaction sont également finançables pour le repreneur collectif, donc coop ou OBNL, que ce soit l'évaluation de la valeur d'entreprise, du prix d'achat, des coûts de mise aux normes, la vérification diligente lorsqu'on est rendu à cette étape-là, puis les frais d'avocat, de notaire, à la négociation et à la conclusion d'une convention de contrat d'achat. Les repreneurs collectifs vont aussi bénéficier de plusieurs programmes adaptés de financement d'avantages fiscaux, mais mes collègues Isabelle et Jean-Maxime vont vous en parler mieux que moi. L'importance de bien s'entourer, CPA, avocats, fiscalistes, notaires, planificateurs financiers, on l'a vu, les triple E, ils ont tous une importance capitale pour s'assurer que vous ayez la bonne information pour prendre les décisions les plus éclairées. Il y a un paquet financier qui, dans l'écosystème coop, qui offre du financement hyper intéressant pour les reprises collectives, que ce soit coop ou OBNL. Vous les voyez à l'écran. L'expertise en transfert d'entreprise. Le CETEC est là, comme je vous disais, un accompagnement gratuit. Ce n'est pas chargé pour les cédants. Les repreneurs, on a des experts en développement de coopératives et d'OBNL qui sont là.
que ce soit réseau coop ou d'autres. Donc, vous êtes bien entouré et c'est important d'en profiter pour pouvoir assurer le succès de votre transfert d'entreprise. Voilà. Donc, en parlant des excellents services d'accompagnateur qui existent, je vais céder la parole à Isabelle qui pourra vous en dire plus sur la formule coop. Merci Grégory. Avant de passer la parole à Isabelle, on va voir si on a une ou deux questions. J'en vois une dans le chat. Comment est-ce qu'on fait une demande au PSRC? Vous pouvez me contacter. Je vous dirais que c'est probablement la méthode la plus facile. Je peux vous accompagner pour, vous expliquer le programme plus en détail. Puis, il y a un formulaire qui existe. Je vais vous mettre le lien sur le chat pour accéder à ce formulaire-là et que vous ayez les tableaux aussi là, de frais, d'honoraires qui peuvent être pris en charge dans le cadre du PSRC. Parfait. Merci beaucoup, Grégory. On peut prendre encore une question, soit par la main levée, soit dans le chat. Et sinon, si c'était tellement clair et que vous avez hâte de poser vos questions à un cas concret à la coop Edgar, je vais passer la parole à Isabelle pour présenter ce qu'est une coop gérée par les travailleurs et les travailleuses. À toi, Isa. Parfait. Bonjour, merci Mathilde. Je suis vraiment contente d'être avec vous ce matin pour présenter l'option de transfert aux travailleurs. Ce n'est pas une option qui est nouvelle. En fait, on pense souvent à la relève interne, famille ou travailleurs. Ce qui est peut-être un peu dans un angle mort, c'est le transfert aux travailleurs d'un point de vue collectif. On va parler souvent de management buyout, on va cibler les cadres des gestionnaires, des employés clés de l'entreprise, mais on pense pas souvent que collectivement, l'ensemble des employés pourraient aussi racheter. On va le voir avec Jean-Maxime Nadeau d'Investissement Québec plus tard. Il y a des financiers qui connaissent bien ces modèles-là qui peuvent permettre la faisabilité financière de ce rachat-là. Donc, financièrement, c'est possible. Maintenant, il faut voir si le profil du cédant correspond à un profil peut-être idéal et si l'équipe derrière le projet pourrait être une bonne équipe pour reprendre. Donc, je vais vous esquisser en quelques minutes globalement les contextes propices à revendre aux travailleurs. Qu'est-ce que c'est une coopérative? Juste qu'on s'entende sur une définition très, très simple. Les conditions de réussite, puis ensuite, qu'est-ce qu'on peut vous offrir comme soutien, particulièrement le réseau de la coopération du travail du Québec. Donc, je prends quelques secondes pour me présenter. Donc, Isabelle Faubert-Mailloux, je travaille dans le milieu des coopératives gérées par les travailleurs depuis plus de 20 ans. J'ai un diplôme en gestion spécialisé en gestion des coopératives. Donc, ce n'est pas quelque chose que je viens de découvrir. Je suis directrice générale au réseau de la coopération du travail du Québec. Le réseau est la fédération qui regroupe les coopératives gérées par les travailleurs au Québec. On a présentement 86 entreprises qui sont membres du réseau. On offre nos services selon 3 grands axes. Un axe de faire découvrir le modèle aux gens parce que malheureusement, c'est encore trop méconnu. Je pense que c'est un beau secret gardé qu'on ne tient pas à garder pour nous. On a aussi un axe d'accompagner les entrepreneurs à démarrer leur projet, soit en démarrage qu'on appelle ex nihilo, à partir de rien, ou dans des cas de transfert d'entreprise, comme c'est le cas avec Edgar. Et on a aussi un volet de soutien, évidemment, de nos membres, donc de nos entreprises qui sont membres, des accompagnements, services conseils, formations de type plus perfectionnement pour des coopératives en opération. Donc, s'il y a des entrepreneurs parmi nous, des cédants, peut-être d'abord la première question, c'est est-ce que vous, en tant que cédant, vous avez ce profil-là pour vendre? Évidemment, il n'y a pas un seul cas de figure, il y a une panoplie de possibilités, mais si on veut un peu standardiser peut-être les profils types, on les appelle les cédants bâtisseurs, les artisans bâtisseurs. Donc, bâtisseurs, pourquoi? Souvent, c'est des fondateurs de l'entreprise, des gens qui ont un attachement particulièrement émotif à leur entreprise, mais ce n'est pas toujours le cas. Vous allez voir, ce n'est pas le cas de Edgar. Pas qu'il n'y avait pas d'attachement émotif, mais ce n'était pas un fondateur de longue date là, dans l'entreprise. C'est des artisans, donc souvent des propriétaires qui sont travailleurs aussi dans leur projet. Ce ne sont pas que des investisseurs, souvent, mais pas exclusivement. Ce sont aussi en général des entreprises de plus petite taille. On dit qu'en bas de 50 employés, c'est plus facile, mais ça peut se faire en haut de 50. Je pense que Edgar
va encore démentir l'image type, mais en fait, c'est plus facile ça, quand on est un petit peu moins nombreux. Puis, il y avait aussi l'autre élément qu'on remarque souvent qui est un management participatif déjà dans l'entreprise. Donc, quand le cédant a lui-même une portée là, à partager ces informations stratégiques avec les autres travailleurs. Donc, le saut de passer d'une posture de travailleur à co-dirigeant, co-gestionnaire est moins grande aussi. Donc, ça, c'est un profil type. Après ça, il y a évidemment un paquet de nuances à apporter. Pour ce qui est de la coopérative de travail, là, j'y vais là, vraiment dans les très, très grandes lignes. Qu'est-ce que c'est en bref? Donc, c'est une entreprise à responsabilité limitée, comme l'est une entreprise incorporée, un OBNL aussi. C'est soumis à l'impôt des sociétés comme une entreprise à capital action. Ce qui est vraiment différent, c'est que, de par son modèle, c'est une gestion qui est démocratique. Donc, un membre, un vote. L'autre grand élément, c'est que le pouvoir est complètement dissocié de l'investissement. Ce n'est pas une action, un vote, c'est vraiment un employé, un travailleur, un vote. Peu importe l'argent qu'on y investira, mais on verra après, il y a plusieurs façons d'équilibrer aussi, de rendre équitables les investissements différenciés au sein d'une coopérative de travail. Et l'autre élément, c'est qu'il y a une redistribution des profits, des excédents, en fonction du temps de travail mis dans l'entreprise globalement, temps rémunéré ou non rémunéré. Donc, ça aussi, c'est différent. Ce n'est pas des dividendes par rapport aux actions qu'on détient, mais c'est par rapport à l'investissement en temps qu'on y met dans l'entreprise. Donc, vous voyez, c'est un peu, la coopérative est une entreprise à part entière, mais elle repose sur des principes et des façons de faire différentes de l'entreprise à capital action. Je vous présente quelques exemples, des cas. Des fois, ça aide à mettre un peu d'image sur une réalité un peu théorique peut-être. Vous allez voir, il y a des coopératives de travail dans toutes les industries, comme on en retrouve dans les entreprises à capital action. Il n'y a pas de secteur propice à ça. Du moment où il y a un marché, il y a matière à faire une coopérative de travail. C'est plutôt à l'interne. Est-ce que les travailleurs ont envie de co-gérer leur entreprise? Donc, pour vous montrer, je les ai divisés en deux sections, le business B2C là, aux consommateurs, puis le B2B aux entreprises. Donc, plusieurs commerces de proximité, de détail. Donc, vous avez des librairies, des microbrasseries, il y en a un paquet au Québec sous la forme de coop de travail. Vous avez des entreprises en hébergement loisirs, des centres de plein air, des entreprises en rénovation, des électriciens. Vous avez des cliniques de santé aussi, physiothérapie, ostéopathie, des cliniques de psychologues et aussi un paquet de fermes. Il y a plusieurs fermes dans le domaine de l'agriculture biologique qui se sont constituées en coopérative de travail ou de solidarité avec des travailleurs. Sinon, pour le côté aux entreprises, services aux entreprises, vous avez aussi un paquet de secteurs, puis ce n'est pas exclusif à ça. Bon, Edgar nous parlera du secteur de la traduction, mais il y a le graphisme, il y a tout ce qui est développement web, le design urbain, événementiel, les ateliers participatifs. Donc, en fait, je ne vous les nommerai pas tous. Il y en a aussi autant que d'industries possibles, il y a de coopératives potentielles. Et dans le cas des transferts d'entreprise, on remarque plus ou moins deux vagues de transferts au Québec. Il y a eu une première vague dans les années 90 où on a vu des stations de radio commerciales qui ont fait le virage, qui ont été rachetées par des travailleurs. C'est à la même époque où il y a eu un Saint-Hubert. Il y a eu quelques Saint-Hubert qui ont été des franchises qui ont été rachetées par les travailleurs. Il y a celui de Laval qui demeure toujours en opération. Promo Plastique aussi, vous les connaissez peut-être pas de nom, mais leur réalisation, vous les connaissez sans doute. C'est eux qui font l'effigie du bonhomme carnaval depuis 50 ans. Ils font aussi le macaron du Festival d'été de Québec, donc leurs réalisations sont très, très connues. Puis, dans des vagues plus récentes, dans les années 2000, il y a encore d'autres stations de radio récemment, il y a quelques années, qui ont été converties en coopératives. Vous avez des restaurants, puis tout le secteur ambulancier au Québec, je pense que c'est un des plus grands secteurs là, de transfert d'entreprises. Donc, le tiers du transport ambulancier au Québec est géré par des travailleurs en formule coopérative de travail. Donc, maintenant, je voulais peut-être passer avec vous, déboulonner peut-être quelques mythes qu'on entend souvent sur les coopératives de travail. Donc, le premier, peut-être, c'est les coopératives de travail, ça ne survit pas. Ça ne survit pas dans le temps.
ben, ce mythe-là ne tient pas la route quand on regarde les études du ministère de l'Économie et Innovation. Donc, selon les dernières études, l'étude est présentement en cours de réactualisation, mais le taux de survie des coopératives de travail dépasse les entreprises classiques à capital action. Pourquoi? Probablement parce que c'est un collectif aussi derrière l'entreprise. Donc, en cas de coup dur, il n'y a pas seulement un propriétaire qui doit porter le fardeau de l'entreprise puis la relever. Donc, il y a une équipe derrière lui. Vous allez le voir, il y a tout un réseau de soutien aussi, tant financier que d'accompagnement, qui est là aussi, je pense, pour porter les entreprises. Mais il faut se rappeler que les coopératives de travail sont des entreprises sur le marché concurrentiel, puis malgré ça, ils survivent un peu mieux que l'entreprise classique. L'autre mythe qu'on entend souvent, c'est un peu le chaos dans les coopératives. C'est juste des boss, il n'y a pas d'employés. Comment on gère ça, une coopérative? Tout le monde dit son mot tout le temps. Non, il y a des instances, il y a des strates de pouvoir dans une coopérative. On peut y aller de façon plus aplanie ou plus hiérarchique, ça va dépendre des entreprises, mais il y a quand même des instances très, très balisées par la loi où on prend certaines décisions. Donc, ce n'est pas le chaos. L'autre élément, des fois, on a l'impression qu'une coopérative, c'est un OBNL, ou c'est pas une entreprise qu'on peut capitaliser, qui a la même structure qu'une entreprise à capital action. Effectivement, c'est pas tout à fait la même structure, mais elle se ressemble quand même assez. Vous avez dans ce qui est en vert, une entreprise à capital action, vous auriez l'avoir des propriétaires puis les excédents non répartis. Dans le cas des coopératives, c'est l'avoir des membres puis la réserve générale. Donc, c'est quand même pas aux antipodes de ce que c'est une entreprise privée. On peut détenir du capital dans notre entreprise, c'est sous forme de parts. La rémunération, par contre, elle est différente, mais on peut investir et capitaliser. La distinction, c'est que, par contre, là, la coopérative ressemble à un organisme sans but lucratif du point de vue de sa réserve. Elle a un patrimoine qui va être collectif, impartageable pour assurer sa pérennité dans le temps. Mais il y a les deux éléments. Il y a l'élément de pérennité puis l'élément aussi qui revient aux membres en termes de capitalisation de son entreprise. C'est là qu'elle est un peu une formule, je dirais, hybride entre l'organisme sans but lucratif et l'entreprise à capital action. Vous pouvez aussi investir dans votre coopérative, puis c'est profitable, c'est intéressant de le faire. Il y a des mécanismes fiscaux qui ont été développés par le gouvernement du Québec, notamment, qui est le régime d'investissement coopératif. Pensez un peu à la formule d'un REER, c'est un peu l'équivalent d'un REER. Donc, quand vous investissez dans votre entreprise, vous recevez une réduction fiscale de 125 % du montant investi qui sert à capitaliser votre entreprise un peu à moindre coût. Et ce n'est pas un impôt différé comme dans le cas d'un REER, c'est vraiment un congé d'impôt. Donc, quand vous retirez votre montant dans 5 ans ou dans 10 ans, c'est vraiment à l'abri de l'impôt. Donc, ça stimule l'investissement. C'est bien clair que ce n'est pas pour ça qu'on fait une coopérative, mais ça facilite l'accès des travailleurs, je dirais, à leur entreprise. On a mis ça un petit tableau qui résume, c'est très, très schématisé, mais c'est possible dans les entreprises d'une certaine taille, là, je vous dirais d'une quinzaine d'employés et plus, de cumuler deux outils fiscaux qui est le RIC et le REER interne, coop. Donc, on cumule deux avantages fiscaux coup sur coup. Donc, pour le fédéral, ça fait toujours une économie de 100 % d'impôt, mais pour le provincial, ce serait 225 % d'économie d'impôt, de réduction fiscale. Donc, ça, c'est quand même des outils qui peuvent être à la disposition des membres de coopératives. L'équipe idéale, si vous êtes des employés qui vous demandez si vous avez l'étoffe ou le profil pour reprendre, je dirais, s'il y a des employés qui sont en poste depuis un certain temps dans l'entreprise, ça consolide l'entreprise. Mais je vous dis, il n'y a pas de vérité non plus, mais c'est des facteurs de succès. Je dirais une équipe qui possède des compétences complémentaires. Ce n'est pas nécessaire que tout le monde soit des entrepreneurs ou des gestionnaires, mais il faut qu'il y ait quand même un certain nombre d'employés qui aient ce désir-là, cette fibre-là de développeur. Évidemment, il faut avoir un intérêt. Il faut avoir un intérêt de fond à vouloir s'investir dans son entreprise, puis la développer, puis avoir un attachement, je pense, pour l'entreprise. Sinon, les conditions de réussite dans le processus, puis moi, c'est là-dessus, je pense que ça va être hyper intéressant, le témoignage de Pascal Brulotte, de Edgar, mais c'est comment on le fait? C'est quoi les conditions de réussite pour que ça se passe? Moi, ce que je vois quand j'accompagne ces projets-là, c'est que ça prend une attitude partenariale cédant-repreneur. Il faut avoir une transparence du cédant pour qu'il puisse transmettre ses chiffres, puis qu'il y ait vraiment une attitude de dire, bon, on veut du gagnant-gagnant qui soit bon pour les deux parties.
Il faut évidemment que l'équipe adhère au projet de transfert. Il faut être capable de bien mobiliser, bien communiquer. Je pense, même si on met en place un comité provisoire, un comité de pilotage, il doit communiquer régulièrement avec l'équipe, les avancées du projet pour que l'ensemble de l'équipe avance au même rythme que le comité de pilotage. Sinon, il va y avoir un décalage entre les deux. Donc ça, je pense que c'est bien important. Puis, aussi, c'est bon, je pense, que les deux parties soient accompagnées par des professionnels distincts. Le cédant, je pense qu'il doit aller chercher son expertise lui-même pour se faire accompagner. Le CETEC et la bonne organisation pour offrir cette vision-là, de voir les étapes venir pour le cédant. Mais aussi, les travailleurs doivent aussi se faire accompagner de leur côté, je pense, parce qu'il va venir un temps où il va y avoir une négociation nécessaire entre le cédant et les employés. Puis malgré cette démarche gagnant-gagnant-là, il va falloir que les travailleurs prennent cette posture-là aussi d'acheteurs. Donc ça, c'est important d'avancer là-dedans puis de changer cette posture-là. Puis nous, je vous dirais, le réseau, on travaille vraiment du point de vue des travailleurs. Nous, c'est notre point de départ. On vise, dans le fond, à habiliter les travailleurs à bien comprendre le modèle coop dans ces aspects de gouvernance, mais aussi de s'approprier tout ce qui est chiffres, les aider à faire leur plan d'affaires, leur prévision financière, d'être capable de bien présenter leur projet devant les financiers, puis pour être capable de bien négocier à la fin avec le cédant. On offre deux types de services au réseau, des services d'accompagnement sur mesure, donc services conseils selon les besoins des groupes. Puis, on a également un programme de formation qui s'appelle le parcours coop, qui est un parcours qui, là, on le voit bien là, dans cette dernière cohorte-là, il y a moitié qui sont des entreprises en transfert et l'autre moitié en création de coopératives là, de ex nihilo. Donc, le programme est fait pour ça. Le programme aide les entrepreneurs, les travailleurs à faire leur plan d'affaires pas à pas en 14 semaines avec des heures de coaching personnalisé. Puis, on le voit, là, les gens passent d'une posture justement de travailleurs à coopérateurs, gestionnaires et dirigeants. Donc, le programme vise aussi à permettre aux travailleurs de s'approprier leur projet en tant que gestionnaire et dirigeant. Donc, je sais que j'ai dépassé mon temps. Je suis désolée, mais donc ça fait le tour pour ma part. Merci. On est tout à fait dans les temps, je te rassure. On a le temps de prendre une ou deux questions si vous en avez. Je vois qu'entre-temps, Grégory a mis des liens intéressants dans le chat et une petite discussion sur le soutien financier du Québec où on est plus choyé que partout ailleurs. Et Pénélope, je vois que vous avez une question. Oui, bonjour Pénélope Poidubé, je suis conseillère au développement de l'économie sociale chez Entreprendre Sherbrooke et j'aimerais en savoir plus sur la composition du comité transitoire. Comment ça se passe? Comment on choisit les personnes sur ce comité-là? C'est une bonne question. Puis, je pense qu'il y a plusieurs cas de figure. Ça pourrait être les travailleurs eux-mêmes qui les élisent. Dans d'autres cas, moi, les cas que j'ai vus récemment, c'était plutôt le cédant en place qui voyait les cadres ou les employés plus dans le comité de direction, qui s'était dit, bien, en fait, que souvent, des fois, le premier réflexe du cédant, c'est d'aller voir ses employés cadres puis de dire, ça vous intéresserait-tu de reprendre? Puis des fois, quand on analyse la valeur de l'entreprise, c'est juste pas possible que 4-5 personnes reprennent l'entreprise. Donc, c'est là qu'il y a une discussion à élargir. Puis dans certains cas, c'est ces gens-là du comité de direction qui deviennent le comité de pilotage. Mais donc, c'est d'autant plus important, comme les membres du comité de pilotage ont été un peu, je dirais, choisis ou nommés par le cédant. Pour avoir une légitimité de ce comité-là, c'est important de faire des communications régulières avec l'ensemble de l'équipe pour qu'ils comprennent que ce n'est pas une équipe au service du cédant. C'est vraiment une équipe qui fait tout le travail pour faciliter le transfert pour l'ensemble des travailleurs. Mais je pense que Pascal va pouvoir vous en expliquer, d'expliquer sur le terrain comment ça s'est vécu, tout ce transfert-là, même de légitimité de ce comité-là. Merci. Je vois qu'on a une autre question dans le chat. Est-ce que le cédant devrait s'abstenir d'être un membre fondateur pour éviter un conflit d'intérêts lors de la négociation? Alors, peut-être qu'il faudrait préciser la question membre fondateur de la négociation entre les repreneurs et
le cédant pour le prix de vente? Je vois pense pas que la... Ouais, mais comment je le comprends, moi, c'est effectivement un propriétaire qui déciderait de devenir un membre comme les autres, donc puis de poursuivre son activité dans l'entreprise à titre de membre, pas à titre de propriétaire unique. Donc, oui, effectivement, ça, on en voit beaucoup présentement. Puis je pense même que ça fait partie des conditions de réussite, mais ça dépend des cas. Vous allez voir avec Edgar, ce n'était pas ça la volonté du cédant. Il y a des cédants qui veulent vraiment se retirer puis ils cherchent à passer la main. Il y en a qu'on accompagne présentement la propriétaire cédante, elle là peut-être dans la soixantaine, puis elle envisage de se retirer dans une dizaine d'années peut-être, mais donc, puis elle ne veut pas porter l'entreprise seule sur ses épaules. Elle veut continuer dans l'entreprise, mais pas seule. Donc, il va y avoir une transaction. À un certain moment, on évalue l'entreprise. On l'a fait dans d'autres cas aussi. Dans ce cas-là, moi, ce que j'ai vu, c'est que les deux parties étaient présents avec l'évaluateur. Tu engages un évaluateur pour les deux. Les deux briefent l'évaluateur avec sa sensibilité. Puis là, effectivement, il faut arriver avec une valeur de l'entreprise mitoyenne qui satisfait les deux parties parce que le cédant, de toute façon, va se retrouver à racheter sa part. Donc, il n'y a pas non plus intérêt à gonfler le prix de l'entreprise non plus. Mais ça se fait aussi, je dirais que c'est des cas très, très faciles, ça. C'est des cas qui ressemblent plus peut-être à une création d'entreprise parce que là, tout le monde est dans le même bateau, l'information circule bien, il y a une continuité aussi. Fait qu'il n'y a pas de bris entre... il n'y a pas de avant et après tant que ça, là. Oui, je vais dans le même sens qu'Isabelle. C'est souvent plus un avantage ça présente souvent plus d'avantages qu'un inconvénient parce que le transfert de savoir, le transfert de toute l'expertise du réseau, puis même les relations avec les clients et tout, c'est préservé parce que le cédant est encore là. Donc, il n'y a pas de presse là, pour le transfert des savoirs et tout. Au niveau, est-ce que dans la négociation, ça dépend beaucoup des personnes qui sont là, ça dépend beaucoup de comment le cédant aborde la transaction aussi. Il y a certains cédants qui ont conscience que l'entreprise ne vaut pas une fortune, qui ne souhaitent pas faire le maximum là, de profit dans la transaction. Il y a toujours une évaluation qui est faite soit par un triple E, par un comptable qui est justifié avec des chiffres. Fait que parfois, c'est faisable de le faire avec le cédant qui est dans le processus, dans le comité. Parfois, ça va être nécessaire qu'il se retire du comité puis qu'il y ait vraiment deux parties là, plus clairement identifiées dans la négociation. Donc, je dirais que ça dépend beaucoup là, du contexte puis de ce que les acteurs sont prêts à faire et de comment le cédant aborde la transaction aussi. Je ne sais pas si, Jean-Maxime, au niveau de financier, si les financiers pourraient avoir des exigences à ce niveau-là pour s'assurer que la valeur déterminée est la bonne. Souvent, les financiers vont faire affaire avec leurs ressources internes aussi pour la valider, pour s'assurer que la valeur est conforme au marché à l'intérieur d'une certaine fourchette, mais vous en conviendrez que l'évaluation d'entreprise, c'est une science avec un côté certainement artistique parce qu'elle repose sur des hypothèses futures. Donc, effectivement, là, on regarde généralement, on fait notre propre appréciation, là, les financiers d'évaluation de la valeur pour s'assurer là, que les employés qu'on va financer, que les travailleurs, puis la coopérative ne paye pas trop cher, là, parce qu'un peu comme le réseau coop, nous, on arrive généralement pour financer la coopérative. Donc, on a un rôle dans la protection aussi des travailleurs qui vont entreprendre cette reprise de façon collective. Parfait. Ben, merci à vous pour ces précisions. Je ne vois pas d'autres questions ni dans le chat ni de main levée. Donc, justement, Jean-Maxime, je te propose de continuer la présentation et de nous montrer à quel point on est choyé au Québec avec les possibilités de financement. Tu es en mute encore, par contre. Vous voyez bien mon écran? On ne voit pas ton écran partagé encore. Ah, je m'excuse. Je vais m'assurer de refaire share screen. C'est bon. Parfait. Bien, merci beaucoup. Donc, merci encore, Mathilde. Donc, je vous présente rapidement les services d'investissement Québec au niveau de la reprise collective ainsi qu'un programme qu'on gère. Peut-être un mot en commençant sur le nouvel investissement Québec. Pour ceux qui le savent, on a vécu une grande transformation
en 2000, en pleine pandémie, mais le nouvel Investissement Québec s'est vu confier des leviers supplémentaires au bénéfice des entreprises. On est vraiment devenu la porte d'entrée du gouvernement au niveau des services pour les PME, notamment en regroupant les bureaux régionaux d'Investissement Québec et du ministère de l'Économie et de l'Innovation afin de renforcer la présence en région, simplifier surtout le parcours des entreprises qui souvent avaient à faire le parcours du combattant quand ils voulaient faire obtenir des services du gouvernement du Québec, puis offrir de l'accompagnement via les conseillers spécialisés en développement économique qui se sont joints à Investissement Québec. Donc, une meilleure synergie, puis c'est certainement quelque chose qui va aller en s'améliorant, en se développant au cours des prochaines années à la sortie de la pandémie. Également, le CRIC, le Centre de recherche industrielle du Québec, a été fusionné à l'intérieur d'Investissement Québec, qui nous permet de faire un pont plus facile entre les entreprises manufacturières et les services du CRIC, qui est vraiment un joyau bien caché du Québec, je vous dirais. Ça vient susciter, faciliter les projets de transformation numérique. On sait que le Québec est un peu en retard au niveau mondial, donc le gouvernement voulait accélérer cette transformation numérique-là, offrir de l'accompagnement également au niveau technologique pour améliorer la transformation de l'ensemble du 4.0 au niveau manufacturier au Québec. On a également intégré les équipes d'Export Québec. Avant, dans le fond, Investissement Québec sollicitait les entreprises étrangères ainsi que leurs filiales déjà établies ici pour qu'ils viennent réaliser des projets au Québec et créer des emplois au Québec. Maintenant, on joue, comme on dit, on joue des deux côtés de l'autoroute. On va également assister les entreprises québécoises qui voudraient développer des nouveaux marchés et diversifier leurs exportations. On sait que notre principal partenaire, c'est les États-Unis, mais maintenant, on a des ententes commerciales avec l'Europe, avec l'Asie, donc on gagne à développer ces marchés et à diversifier nos exportations. Donc, à très haut niveau, la mission d'Investissement Québec et de la nouvelle loi d'Investissement Québec, c'est toujours de participer activement au développement économique du Québec, stimuler l'innovation et la croissance de l'investissement local et international, je rajouterai dans toutes les régions du Québec, et soutenir la création et le développement des entreprises au Québec. Investissement Québec s'est vu confier en 2018 le programme d'appui à la reprise collective par le ministère de l'Économie et de l'Innovation. C'est une enveloppe de 50 millions de dollars qui a été confiée à Investissement Québec suite à une analyse du ministère puis une table des repreneurs collectifs qui démontrait, là, on le sait, puis je vous en ai parlé en entrée de jeu, qu'il y a environ 25 000 entreprises qui vont devoir passer de main, puis qu'il n'y aura pas suffisamment de repreneurs dans ce passage de main-là au cours des prochaines années. Donc, la reprise collective apparaît à ce moment-là une solution qui peut être intéressante là, dans certaines situations où on l'a vu tantôt avec Isabelle et Grégory, les conditions gagnantes sont rencontrées. C'est un programme qui est très intéressant parce que l'objectif, dans le fond, c'est de soutenir la relève entrepreneuriale, favoriser le maintien de la propriété des entreprises mises en vente et des emplois sur le territoire québécois. Les critères particuliers, parce qu'il y en a naturellement, vous en conviendrez, c'est un programme du ministère, donc qui vient avec des avantages intéressants que je vais vous présenter dans une seconde, mais qui, donc, il y a des règles minimales pour y être admissible. Dans le cas d'une entreprise, on parle d'achat complet avec exploitation des opérations économiques en mode coopératif. Donc, on transforme une entreprise privée en mode coopératif, ce qui fait également que l'entreprise est beaucoup moins délocalisable ou transférable à ce moment-là, puis qui nous assure de maintenir les emplois en région. Pour les achats partiels, par contre, on permet les coopératives de travailleurs actionnaires dans le cas où il y a un plan, que ça s'inscrit dans une transaction, dans une première transaction, qui doit voir à terme le cédant céder l'ensemble du contrôle de son entreprise à la coopérative de travailleurs actionnaires dans un horizon de 10 ans. Dans le fond, si la coopérative de travailleurs actionnaires n'est pas capable au jour 1 d'acheter l'ensemble de l'entreprise, mais que le cédant veut se retirer graduellement, on peut faire une première CTA. Qui va acquérir graduellement des blocs d'action. Ça va permettre une transition graduelle et harmonieuse pour l'ensemble. Ça va donner également une sortie aux vendeurs au bout. Puis, une autre caractéristique, c'est que souvent, on parle de ratio de capitalisation de quasi-équité. Ces entreprises-là vont vouloir qu'elles soient très fortement capitalisées au moment de se transformer en coopérative pour justement assurer le succès de ce passage de main. Les avantages principaux, vous allez les voir, sont quand même très intéressants.
Dans le cas d'un achat complet, on parle d'un taux d'intérêt très faible, un taux d'intérêt en ce moment qui est, généralement, quand on fait affaire pour des prêts de quasi-équité avec des firmes de capitaux, on parle de 9 à 10 généralement, aux alentours de. Mais actuellement, le taux d'intérêt, c'est le taux c'est un taux gouvernemental qui est autour de 4 Puis en plus, il est réduit sur les 5 premières années. La première année, le taux est réduit de 100 donc il n'y a pas de taux d'intérêt. Il y a 80 la deuxième année et ainsi de suite jusqu'à la 5e année pour vraiment donner une chance à l'entreprise de la coopérative d'aller de l'avant et avoir toutes les chances de succès. Ça vient également rendre possible peut-être certains projets qui ne l'étaient pas antérieurement parce que dans le fond, les entreprises n'étaient pas capables de rémunérer la quasi-équité à un taux de 9-10 donc si on fait un taux moyen, puis on le rend graduel sur environ 5 ans, même si on additionne le 4-5 disons, au 9, bien, ça nous donne quand même un taux moyen qui est plus raisonnable aux alentours de 6-7 Et ça vient également avec un moratoire de remboursement de capital de 3 ans et une durée de prêt de 10 à 15 ans selon les dossiers pour un prêt qui est essentiellement sans sûreté. Donc, vous en conviendrez, pour des prêts en cas de relève, c'est quand même très, très intéressant, surtout là, au niveau de la durée, parce que généralement, au niveau des capitaux privés, les VC, excusez l'expression anglaise, les Venture Capital, eux cherchent des taux de sortie autour de 7 à 10 ans usuellement. C'est des choses qu'on fait pratiquement toujours, sinon voire toujours en complémentarité avec que ce soit Desjardins, FSTQ au Québec, Fonds d'Action, Filaction, des partenaires naturels de l'économie sociale, le chantier de l'économie sociale. C'est vraiment, puis je pense que Grégory en parlait dans le chat au niveau des outils financiers qu'on a. On a et des outils financiers et un écosystème de partenaires financiers vraiment très important au Québec. On est vraiment choyé par rapport au reste du Canada. Puis je vous dirais, on est vraiment reconnu dans le monde pour notre écosystème en financement d'économie sociale. Des exemples de montage financier, peut-être pour en faire rêver certains. Vous allez voir, on peut faire ça avec des petites entreprises et des beaucoup plus grosses entreprises. Donc, ça rend ça intéressant. Puis ça vient aussi déboulonner, là, certains, Isabelle le disait tantôt, déboulonner peut-être certaines appréhensions qu'on peut avoir a priori, dire c'est une bien trop grosse transaction pour faire une coop. Vous allez voir qu'on peut en faire de toutes les grandeurs. Premier exemple, un achat complet dans un commerce de détail, un achat de 100 des actions dans ce cas-ci et un projet de rénovation et de fonds de roulement. Mais le projet, vous voyez, a été financé essentiellement par un prêt d'investissement Québec via le programme dont je vous parlais, le programme PARC, le programme d'appui à la reprise collective. La fiducie du chantier de l'économie sociale, dans ce cas-ci, qui a fait un prêt de quasi-équité. Il y a eu également des parts émises auprès des membres de la coopérative, ainsi qu'une subvention. Puis la différence a été financée via une balance de vente et un prêt d'une institution financière. Vous voyez, c'est quand même des montages intéressants où le risque de l'ensemble des partenaires est bien divisé. Les membres, dans le fond, pour faire une acquisition de 425 000 ont eu quand même à mettre une mise de fonds de 35 000 On parlait à ce moment-là de 6 à 7 employés. Une coop de solidarité avec implication du milieu en plus. Donc, ça assurait vraiment les chances de succès pour l'entreprise. Mais ça vous montre aussi que souvent, on peut penser qu'on va devoir mettre beaucoup de sous là, pour faire l'acquisition. Oui, 35 000 c'est beaucoup d'argent à 6-7, mais en même temps, c'est quand même limité comme mise de fonds pour faire l'acquisition complète d'une entreprise de 425 000 de valeur. Un second, pardon, excusez-moi. Je suis allé trop vite, comme on dit. Un deuxième exemple, achat complet d'une firme conseil. Cette fois-ci, un exemple plus important dans le fond. Un exemple à 3 millions de dollars d'acquisition. Encore une fois, 100 des actions sont acquises. Le fonds de roulement est bonifié pour s'assurer les meilleures chances de succès de l'entreprise. Il y a des frais de transaction de 50 000 dollars. Encore une fois, ça a été financé via un prêt Parc d'Investissement Québec que vous voyez de 675 000 dollars. Des achats de parts de l'institution financière, la fiducie du chantier de l'économie sociale qui est venue appuyer le projet encore une fois, et le réseau d'investissement social du Québec, qui sont deux intervenants importants dans le réseau de l'économie sociale au Québec. Donc, des parts émises dans ce cas-ci, les employés ont collectivement injecté 240 000 $. Puis dans ce cas-ci, on parlait de 60 employés. Donc, la mise de fonds était d'autour de 4 000 $ par employé. Puis il y a également eu le prêt d'une institution de 845 000 $. Fait, pour acquérir, dans le fond, une entreprise de 3 millions de dollars, les employés ont collectivement mis 240 000 $ qui est inférieur à 10 %.
à raison de 4 000 $ par employé, qui peut être injecté probablement via leur REER et bénéficier également du programme Récréa. Donc, il y a des allégements fiscaux. Fait que c'est quand même au net un investissement qui peut être quand même limité pour les entreprises, pour les individus, pardon, au niveau du risque financier. Un troisième et dernier exemple, encore une fois, une entreprise, je vous disais qu'on va déboulonner certains mythes. Le premier exemple, je vous montrais, c'est autour de 400 000 $, 6,4 millions de dollars, près de quasi-équité, cette fois-ci, de 750 000 dans le parc, un achat de part d'institutions de 2 400 000 $. Fait qu'on voit qu'il y a des institutions qui sont prêtes à prendre des risques. Quand je dis des institutions, c'est des partenaires là, comme Desjardins, Fonds d'action, FSTQ ou d'autres. Fiducie et encore une fois le risque au niveau de la quasi-équité et une mise de fonds de 250 000 $ dans ce cas-ci, qui a été appuyée par des prêteurs à l'Investissement Québec notamment, ainsi qu'une institution financière et une balance de vente du ou des vendeurs. Dans ce cas-ci, on parlait d'une entreprise, encore une fois, dans les services professionnels, de 50 à 60 employés et une mise de fonds par employé de 5 000 $. Donc, encore une fois, là, on le voit même là, que dans ce cas-ci, les parts émises sont inférieures à 5 % du coût total du projet. Ce qui fait la différence principale, je vous dirais également, là, quand vous regardez les montages financiers, les parts émises qui peuvent être de 10 ou 5 %, ainsi de suite, et la dette qui peut être mise dans le projet, c'est toujours, dans le fond, les fonds générés par l'entreprise, parce qu'on fait vraiment une analyse sur la rentabilité de l'entreprise qui est acquise, combien de fonds elle génère, puis à ce moment-là, dans le fond, selon le secteur d'activité et le risque inhérent, bien, il y a des prêteurs qui vont être prêts à en faire plus en dette ou en partenariat en fonction de la capacité de remboursement prévue de l'entreprise. Parce que l'objectif pour tout le monde, incluant ceux qui reprennent l'entreprise, c'est que ça se passe bien, puis qu'on ait une entreprise qui puisse poursuivre sa croissance et assurer sa pérennité et des emplois de qualité pour les membres. C'était la présentation d'Investissement Québec, surtout une présentation à haut niveau, et peut-être pour vous faire rêver puis vous donner des exemples là, de ce qui peut être fait là, en termes de reprise collective au Québec via le programme d'appui à la reprise collective du ministère de l'Économie et de l'Innovation qui est géré par Investissement Québec. Alors, merci beaucoup et je retourne la parole à Mathilde. Merci Jean-Maxime. Je vois qu'on a deux questions dans le chat. Les types de coop des exemples présentés. Si tu peux répondre rapidement. Il y avait une coop qui était dans le commerce de détail et les deux autres dans le secteur du service conseil. Donc, c'est des nouveaux modèles qui sont très intéressants. Traditionnellement, on voyait beaucoup de coopératives de travailleurs dans des secteurs plus traditionnels comme le manufacturier et le détail, mais maintenant, plus ça va avec la nouvelle économie, on en voit dans les nouveaux secteurs comme le service conseil. C'est très intéressant. Là, ça ouvre de nouvelles portes, dans le fond, aux travailleurs. On pense également que l'effet de la pandémie va faire en sorte peut-être que, là, disons que pour ma part, ça fait 25 ans que je travaille en financement, puis je pense que ça fait 15 ans qu'on dit qu'on va frapper un mur avec la reprise, qu'on va avoir on va avoir trop de gens qui vont prendre leur retraite, puis on va avoir de la difficulté avec le passage de main. On dirait qu'à chaque année, le mur recule, puis on continue à avancer, mais on pense que peut-être l'effet de la pandémie va en motiver certains, puis c'est peut-être en partie pourquoi cette année, on a beaucoup de dossiers en analyse au niveau de la reprise collective. Et on demande de valider si c'est des coopératives de travailleurs dans tous les cas. Je crois que tu avais mentionné. Oui, vas-y. Dans ce cas-là, de mémoire, c'était 2 coopératives de travailleurs dans le service. Puis la première, c'était une coopérative de solidarité parce que souvent, quand c'est des coopératives dans le commerce de détail, on préfère avoir des coopératives où les clients également vont être impliqués, mais ça dépend toujours de la nature du dossier. On demande une précision sur la fiducie du chantier qui intervient généralement en équité. Tout à fait. C'est un partenaire de la finance solidaire qu'on implique, avec lequel on travaille fréquemment, dans le fond. Il intervient en quasi-équité, non pas en équité. Là. Ce que je présentais, dans le fond, pour être clair, c'était des outils de quasi-équité. L'équité propre, c'est vraiment ce que les membres mettent. Le reste, ça se trouve à être des financements à des conditions très avantageuses, avec des moratoires importants, des taux réduits ou l'absence de sûreté. Donc, exemple pour la reprise collective dont on gère, on l'inclut dans l'avoir de la coopérative dans nos calculs, mais en fait, c'est un prêt. Sauf que c'est un prêt qui n'a aucune sûreté, qui a un moratoire de 3 ans, puis qui a un taux qui est très limité. La fiducie, c'est un peu la même chose. Elle va faire un prêt avec un moratoire, elle, de 15 ans,
un taux qui est un peu plus élevé, mais également avec des conditions très facilitantes. C'est là où on vient qualifier ce type de financement-là de quasi-équité, puis on peut l'entrer dans nos ratios de capitalisation. On a une question intéressante sur le délai moyen dans la réalisation d'une acquisition et conversion en coopérative. Et puis là encore, Pascal de la Coop Edgar va nous déboulonner quelques mythes, encore une fois, mais je vous laisse répondre là-dessus. Ah, c'est plus une réponse collective, je vous dirais. Du côté financier, écoutez, un coup, tout est attaché, ça peut prendre environ 45 jours. C'est l'objectif qui est visé. Mais tout le travail qu'il y a à faire avant d'arriver à ce point-là, au niveau de la négociation, c'est là que le travail principal. Et puis de voir si les valeurs tant du cédant que des repreneurs fonctionnent avec le modèle. Puis là, je laisserai mes éminents collègues répondre pour ce côté. Imminent, je ne suis pas certain, mais, non, blague à part, ça dépend beaucoup de. Évidemment, on ne fait pas ça à temps plein, une transaction comme ça, mais pour certains, c'est très concentré dans le temps. C'est plutôt rare, de manière plus générale, minimum de 1 à 2 ans. Et si on inclut toute la phase de planification, comme je vous disais tout à l'heure, là, avec fiscalement, de voir que le cédant voit avec son planificateur financier, être sûr que qu'il y a une purification fiscale qui a été faite dans son entreprise, là, à ce moment-là, puis le transfert de savoir, si on commence à le faire de manière plus préalable, parce qu'il y a une transaction à l'interne via les travailleurs notamment qui est projetée, on peut penser de 2 à 5 ans. Là, ça peut s'étaler sur assez longtemps avec un transfert des savoirs qui est anticipé, puis avec une planification qui est faite en amont. Et lorsqu'on on a des vendeurs qui sont parfois très pressés, on en voit parfois que c'est à l'intérieur d'1 an. Je vous dirais que de plus en plus, moi, ce que je me rends compte, c'est que ça dépend de la transaction. C'est la formule coopérative. Parfois, la réputation d'être un peu moins réactive. Il y a des délais, notamment là, au niveau au niveau légal, enregistrer la coopérative et tout, puis au niveau de la formation. Mais en même temps, lorsqu'on regarde d'autres transactions, parfois, c'est aussi long pour des raisons différentes. Donc, je vous dirais que de 2 à 5 ans dans l'idéal, mais ça peut se faire aussi sur un temps plus court. Ça dépend aussi du risque, aussi de la tolérance au risque des repreneurs. S'ils veulent faire une vérification diligente en profondeur, évidemment, ça va prendre plus de temps. Tolérance au risque des financiers aussi, ils vont peut-être demander des choses, des clarifications, puis qui vont demander l'intervention professionnelle. On ne le sait pas. Ça dépend beaucoup de la transaction. Mais moi, je dirais que ça fait peut-être partie d'un des mythes. Hein? Ouais. Je travaille sur un autre projet de recherche sur le transfert, puis la documentation dit que des coopératives, c'est jamais en bas d'1 an. Mais je pense qu'on n'en a pas vu au réseau qui ont dépassé l'année. Puis Pascal va pouvoir en témoigner. Puis c'est des grands projets aussi. Fait que, curieusement, des fois, on pense que c'est plus long, mais peut-être que la cogitation est là de longue date, mais la transaction comme telle, mais c'est du travail, je suis sûre que c'est du travail acharné pour que ça soit dans l'année. Pascal en témoignera, mais je pense que ça se fait. Parfait, merci à vous. Je vois qu'il y a encore une question de Caroline sur la précision des parts, les institutions, etc. Je propose de garder cette question-là pour la fin. Et si jamais on n'a pas le temps, on prendra quelques minutes ensemble pour clarifier tout ça. Mais là, j'aimerais passer la parole à Pascal Brulotte, directeur général de la coopérative Edgar. Donc, bonjour Pascal, et merci de venir apporter un témoignage précieux et tout à fait récent. Là, c'est chaud, là, le communiqué de presse officiel est paru en décembre 2021 sur la transaction. Donc, on l'a dit à plusieurs reprises, vous allez à l'encontre de plusieurs clichés concernant le transfert d'entreprise en coopérative de travail. Votre entreprise, elle compte plus d'une 60aine d'employés. Vous avez transféré en un temps record entre 6 et 8 mois. Vous êtes l'une des plus grandes entreprises dans votre secteur d'activité. Et d'ailleurs, je te cite, tu as dit récemment, nous servirons d'exemple pour d'autres car les regards vont se tourner vers nous. Donc, vous avez l'impression d'appartenir à un modèle du futur. Donc, est-ce que tu peux nous raconter votre histoire de transfert? Voilà, la parole est à toi. Merci. Merci beaucoup, Mathilde. Mon Dieu, par où commencer? C'est drôle parce que j'entendais Grégory et Isabelle dans leurs allocutions. Puis, mon Dieu, ça m'a ramené quelques mois en arrière. Tu sais, puis je voyais, on a fait tout ça en aussi peu de temps. Et c'est là que je réalise finalement
que les conditions qu'on a mises en place nous ont vraiment aidés pour le faire en ce temps-là. Si j'avais un conseil à donner à qui que ce soit qui se lance dans cette aventure-là, c'est de ne pas prendre ça comme pour un objectif. Tu sais, ce n'est pas nécessaire que ça se fasse en aussi peu de temps, mais quand les conditions sont rencontrées, ça se fait bien. Puis, je pense que pour illustrer ça, je vais faire assez rapidement un peu la genèse du projet, puis je vais intégrer au fur et à mesure là, des aspects qui, selon moi, nous ont aidés à avancer rapidement. Je ne rentre pas dans le détail du financement, si ce n'est que tous les outils qui ont été présentés, nous, on les a utilisés. Et je peux témoigner de la grande collaboration, de la grande efficacité des partenaires sans lesquels on n'y serait pas arrivé. Mais d'abord et avant tout, ça prend une vision. Et je dois saluer cette vision-là que le cédant a eu, Mathieu, qui était le président fondateur là, de Edgar, qui est un cabinet de traduction, qui a commencé tout petit. Là, ça a commencé dans une maison à Limoilou, 3-4 personnes. Même, je pense qu'au départ, Mathieu était seul avec une autre personne. C'était vraiment un projet qui naissait et qui a pris de la croissance au fil du temps. Et à un certain moment donné, comme entrepreneur, bien, Mathieu avait ce désir-là peut-être de se concentrer sur d'autres choses, sur d'autres projets. Puis il avait commencé à regarder à l'intérieur de l'organisation une relève, mais une relève d'abord plus classique. Mathieu avait investi de temps et d'énergie là-dedans. C'est arrivé jusqu'à un moment où, mon Dieu, pour des raisons X, Y, Z, ça n'a pas fonctionné. Alors, Mathieu a dû reprendre un peu le bâton du pèlerin et puis est arrivé avec cette idée-là de former une courbe de travail. Et tantôt, on l'illustrait dans le modèle, c'est vraiment Mathieu qui a formé cette espèce de comité provisoire-là qui a été composé de personnes qui avaient beaucoup d'expérience, qui avaient un certain leadership dans l'organisation. Il y avait comme 4, 5, 6 personnes qui se sont mis à travailler là-dessus. Et de fait, je n'existe pas encore dans l'univers, moi, à ce moment-là. Donc, dès le début, dans les premiers échanges qu'il y a eu avec les partenaires financiers, il y a eu cette espèce d'exigence-là ou de conseil-là d'engager un directeur général, tu sais, qui allait pouvoir lui poursuivre un peu les activités puis prendre un peu de leadership. Et c'est là que j'arrive, moi, dans le portrait. J'arrive le 30 août 2021. Donc, mon aventure, moi, coopérative, commence là. Et à ce moment-là, on pense que ça va relativement bien aller parce que moi, je suis engagé en fonction de commencer à opérer. Donc, il y avait peut-être un peu cette idée-là que de faire un transfert dans le modèle coopératif, quelques formulaires, signe en haut, signe en bas, on met les partenaires ensemble, puis on part. On a réalisé au fil du temps que c'était un peu plus exigeant que ça. Alors, un des éléments qui a été soulevé dans la rencontre jusqu'à maintenant, c'était la collaboration entre le cédant puis la coopérative. Et ça, là, je pense qu'en ce qui nous concerne, ça a été vraiment une clé importante. Parce qu'à partir du moment où je suis entré dans l'action, les gens qui formaient le comité provisoire, qui étaient aussi des travailleurs, il ne faut pas oublier ça, donc il y avait des jobs à temps plein, ce monde-là, là, ont pu reprendre un peu plus leur travail puis me laisser travailler d'une certaine façon avec le cédant, avec Mathieu. Et là, on établit tout de suite une connexion importante. On se dit, nous, on veut que ça fonctionne. Et dans la tête du cédant, c'était le projet qui est important. Évidemment, ça finit avec une vente. Évidemment, ça finit avec une reprise. Mais il y avait ce désir-là, Mathieu, de vraiment céder l'organisation à ses employés. Il y a eu des offres, il aurait pu vendre à des intérêts américains. Edgar est, je pense, le 3e cabinet en importance au Canada, donc une excellente réputation dans l'industrie. Mais Mathieu, c'était un gars de cœur et il souhaitait vraiment que ce soit ses employés qui reprennent ça. Fait qu'on a vraiment mis toute l'énergie et on a collaboré ensemble pour réaliser le projet. Je vous dis, moi, je suis arrivé le 30 août, on signait le 1er décembre. C'était fait, le closing, tout était fait. Ça a exigé
plusieurs heures de travail. Les journées, parfois, étaient interminables, mais on avait ce désir-là, moi, comme représentant des membres, puis je parle des membres, quand je le dis, je ne parle pas juste de Pascal Brula, mais je parle de la gang, et Mathieu, de réaliser le projet. On se voyait tous les jours, plusieurs fois par jour, mais on commençait nos journées ensemble, on finissait nos journées ensemble, et à toutes les fois qu'il y avait un obstacle ou un souci ou un enjeu, on les réglait. Puis pas tout seul. On mettait aussi les gens, les partenaires financiers dans l'eau. Je suis devenu très proche, très rapidement de ces partenaires-là. Je pense à EQ, à Desjardins Capital, à la Caisse solidaire, là, qui ont été... écoute, on se textait le soir. Il fallait que ça fonctionne. On se donnait vraiment des objectifs pour y arriver. Fait que, première des choses, la collaboration. Il faut que le discours soit ouvert. En ce qui me concerne, c'était fondamental. C'était transparent. Il n'y a rien que Mathieu et moi ne se disaient pas parce que notre objectif, c'était la réalisation. C'était ça le endgame. Puis parfois, un Inc., ça a une manière de penser qui est complètement différente de l'économie sociale. C'est deux univers qui cohabitent dans un écosystème économique. La magie opère à la rencontre de ces deux univers-là. C'est parfois deux univers qui se comprennent mal. Tu as un Inc. qui est habitué de parler à un banquier tout seul. On goal, on avance, on y va. Puis ça ne fait pas, là, ça marche autour des solutions, puis on est juste deux interlocuteurs. Là, ce n'est pas la même game pantoute. Alors là, tantôt, on le disait, Grégory le disait, parfois, c'est un peu plus long, il y a plus d'étapes. Le Inc., des fois, de la misère à comprendre ça. Mais c'est en communiquant ensemble, en s'expliquant qu'on réussit à prendre un rythme qui est un peu plus lent que le Inc., mais il faut aussi que les gens cooptent, des fois, prennent le modèle du Inc. dans son agilité, dans sa façon de faire les choses. C'est vraiment la rencontre de nos deux univers qui ont fait en sorte qu'on a pu passer à travers ces étapes-là. Ça, c'était vraiment pour la relation qu'on vivait ensemble. Maintenant, il fallait mobiliser. On l'a fait rapidement. C'était quand même une grosse transaction. On est une organisation aujourd'hui avec au-delà de 80 employés. C'était pas si évident que ça, là, parce que quand tu es 4-5, tu t'installes autour de la machine à café, tu échanges de l'information, tu te parles. Bon. Alors nous, on devait vraiment trouver une façon de mobiliser les gens. On avait un comité de transitoire, là, donc le comité provisoire qui était très mobilisé, mais il fallait que toute la gang suive. On a instauré ce qu'on appelait, nous autres, les coop hebdo. Il n'y a pas une semaine où on ne rencontrait pas 100% des employés pour leur expliquer où nous étions rendus dans les étapes et quelles étaient les prochaines étapes à venir. Parfois, on se répétait, mais il n'y a pas une semaine où on ne le faisait pas, c'était sacré, ça. Que ce soit dans le début ou à la fin. Puis, entre-temps, aussi, dans tout ce processus-là, on se rappelle, c'est Mathieu qui avait nommé ces gens-là, il fallait qu'on trouve de la légitimité. Alors, il y a eu la création, il y a eu une assemblée générale où là, les membres ont dit aux gens, « Ah, OK, nous autres, on vous fait confiance, vous allez rester en poste tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas terminé la transaction. On ne changera pas tous ces gens-là au conseil d'administration, alors qu'on est en train de faire un closing. » Il y a eu vraiment cet appui-là de l'ensemble des membres pour dire « Hey, poursuivez votre bon travail. » Puis une fois que ça sera closé, on aura une assemblée générale extraordinaire. Et là, on fera un conseil d'administration où tout le monde aura la même chance là, pour briguer un siège. Donc, la mobilisation a passé par la communication et la transparence, tant au niveau du financement que des étapes, que des enjeux qu'on pouvait vivre. Et ça, ça a été formidable. Jusqu'au moment où est-ce qu'on devait accumuler la part des membres, la mise de fonds. Et ça restera un souvenir impérissable parce qu'on a communiqué beaucoup de questions. On parlait, bon, c'est quoi le RIC? Il fallait expliquer c'est quoi, les avantages fiscaux reliés à ça, les avantages pour les employés d'investir. Fait qu'il y avait quand même beaucoup d'informations à passer. Et là, venait le jour J, où est-ce qu'on devait accumuler, parce que c'est une condition pour avoir notre financement. Puis on a accumulé, nous, notre part là, qui ne doit pas être loin du quart de million là, en 48 heures. Alors là, ça a été la démonstration pour nous que la communication avait été efficace. Les gens avaient confiance dans le processus, les gens avaient confiance aux intervenants, puis on n'a pas
on n'a pas lésiné sur la transparence. Même qu'il y a des partenaires financiers, entre autres là, Desjardins Capital, qui est venu à la rencontre de l'ensemble des membres pour témoigner de leur contribution, de leur participation, de mettre en confiance les gens et d'ouvrir la discussion. Si vous avez des questions, posez-les, c'est le bon moment. Donc, dans tous les aspects de la transition, on a vraiment, nous, voulu que ce soit transparent. Puis le Inc. a été là. Et le Inc. est encore là aujourd'hui. C'est-à-dire que même si c'est closé depuis le 1er décembre, Mathieu et moi, on se voit régulièrement. Et il m'a accompagné dans la rencontre des clients, donc dans le transfert du savoir, dans le transfert des relations. Et ça, c'est formidable parce que ça permet cette transition-là en douceur. Ça permet de la poursuite des activités. Un autre bon réflexe qu'il y a eu, c'est que même quand ce n'était pas encore coop, on a mis en place des comités. Donc, rapidement, les gens, parce qu'il faut comprendre qu'on est plusieurs personnes, pour mobiliser les gens, il faut trouver des occasions de mobilisation qui sont bien réelles. Donc, déjà, les gens étaient en marche. Il y avait des comités qui avaient été mis en marche, que ce soit sur les RH, sur le recrutement, sur la vision stratégique. Alors, plein de trucs comme ça qui ont été mis en place pour alimenter la réflexion du comité provisoire, puis tranquillement, déjà installer des bons réflexes de coopérants. Donc, moi, je dois dire que cette aventure-là, je pourrais en parler pendant des heures, parce que je découvre, moi, le modèle coopératif. Je viens de l'économie sociale, mais pas du modèle coop. Quand je suis arrivé, moi, je pensais que j'avais une bonne connaissance. J'étais plutôt sensibilisé à ce qu'était l'économie sociale. J'ai eu le bonheur de découvrir le réseau coop, de découvrir cet outil-là qui est formidable. Ça m'a vraiment convaincu que c'est la voie de l'avenir. Quand je disais qu'on vient créer un modèle qui va servir d'exemple, ben je le crois vraiment sincèrement. La relève entrepreneuriale au Québec, elle va être tributaire tantôt de l'innovation. Et l'innovation, ça passe beaucoup, on entend beaucoup. Innovation égale beaucoup de technologie. Hein. Dans l'imaginaire collectif, on entend le mot innovation, on voit des robots, on voit de la technologie, on voit des réseaux. Mais l'innovation, ça passe aussi, je pense, moi, par des nouveaux modèles d'affaires. Puis l'économie sociale, c'est une économie qui gagne à être connue parce que c'est une économie qui est solide et elle est complémentaire. Ça fait longtemps, moi, que je rêve du moment où est-ce qu'il y aura cette jonction-là, cette rencontre-là entre les modèles. J'ai le privilège, dans mon ancienne vie, moi, d'avoir travaillé dans l'économie sociale, plus au niveau des OBNL. Mais cette forte croyance-là, cette volonté-là de rencontre entre ces modèles-là m'a amené jusqu'au conseil d'administration de la Chambre de commerce de Lévis, où j'ai toujours tenu ce discours-là. Et je crois en la rencontre des intervenants et en la force du réseau. Je trouve que le modèle dont on parle aujourd'hui, qui est de céder son entreprise collectivement à un groupe, à un collectif, bien, c'est un exemple vraiment clair que cette magie-là peut opérer entre un Inc. Puis le collectif, entre un Inc. Puis l'économie sociale. Parce que le résultat de Coop Edgar, c'est ça. Si on existe aujourd'hui comme groupe, si on est fier d'appartenir à la famille des coopératives de travailleurs, c'est parce qu'il y a un Inc. qui a eu une bonne idée, qui avait ce désir-là de céder à ses employés, qui était plus fort, puis là on parle de valeur aussi, là, qui était plus fort que celui de faire de l'argent en vendant des Américains, par exemple, en ce qui nous concerne. Donc, cette valeur-là était très, très, très présente. Il y avait cette volonté-là, puis il y avait l'attachement d'un groupe de personnes à cette entreprise-là. Fait que le maillage s'est fait à l'intérieur de cette valeur-là. Hey, ça n'a pas été... Puis c'était pas tous les jours, c'était facile. Là. Il y avait des bonnes discussions parfois entre Mathieu et moi, mais on finissait toujours par sortir de nos rencontres avec le sourire parce qu'on était focus sur le endgame, sur le target. On a été bien accompagnés. On parlait tantôt d'avoir des bons comptables, des bons conseillers juridiques, d'avoir un réseau qui nous supporte. Bien, ça, là, pour nous, ça fait partie des conditions gagnantes. Là, j'ai parlé beaucoup des conditions internes, mais au niveau externe, si on n'avait pas été entouré, puis si on n'avait pas eu de la formation, puis si on n'avait pas été sensibilisé, puis si on n'avait pas eu des gens qui ont été patients avec nous, bien, on n'aurait pas fait cette deal-là en un temps record. Impossible.
Certains d'entre vous connaissent François, probablement François Morancy, Déjeuner Capital. Si vous le croisez, vous lui demandez combien de fois par semaine on se parlait, puis des fois, c'était combien de fois par jour. Puis même à la fin, à quelques jours du closing, je rappelais ces gens-là, je disais, hey, on arrive à notre objectif, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Les gars sortaient des réunions, puis ils faisaient ce qu'il y avait à faire pour qu'on puisse avancer. Donc, on a établi cette relation-là. Et ça, je pense que c'est aussi propre au modèle coopératif puis à l'économie sociale. C'est qu'on fait des affaires basées sur la relation, sur les valeurs qu'on est en train de mettre ensemble. Ce n'est pas juste une business qu'on est en train de transférer, c'est qu'on met en place un modèle et on y croit tous à ce modèle-là. Fait que des fois, on se plie en quatre parce qu'on est certain qu'à la fin de la journée, non seulement on va avoir créé quelque chose d'extraordinaire pour un groupe d'employés, mais aussi un modèle qui va être inspirant pour l'ensemble du Québec et qui va pouvoir permettre tantôt à d'autres entreprises d'entrer dans cet univers-là, puis de voir le modèle de coop comme étant un modèle, pas de second plan, de troisième plan ou de quatrième plan, mais étant un modèle que dès le début de notre réflexion, on met de l'avant. Ça devient une option comme n'importe quelle autre. Fait que ça, on y croit beaucoup. Je pense que les partenaires nous ont aidés à nous sensibiliser à ça. Puis aujourd'hui, si je suis ici en train de vous parler, c'est pas parce que je suis meilleur qu'un autre ou que Mathieu est meilleur qu'un autre. C'est parce qu'il y a un groupe de personnes qui y a cru. Puis ensemble, on y est arrivé. Là, je suis target sur mon temps, puis je m'étais dit que j'essayerais au maximum. Fait que, voilà. Merci Pascal, c'est vraiment inspirant d'écouter cette histoire de transfert. On a plusieurs questions dans le chat et puis je vais prendre la dernière question. C'est justement comment on mène de front un transfert et la mise en place d'une coopérative et puis justement comment est-ce qu'on forme les personnes pour que la coop soit efficace et qu'on soit des bons coopérants. Qu'est-ce que vous prévoyez là-dessus? Puis comment est-ce qu'on amène une forme d'égalité entre des cadres et des personnes plus exécutantes? Okay. En fait, comment on fait pour mener les deux de front? Je vous dirais que ce qui nous a permis de le faire, c'est l'engagement. Alors, pendant que moi, j'étais davantage au niveau de la transaction, le comité provisoire était davantage au niveau du modèle coopératif. On travaillait toujours ensemble, mais lorsqu'on communiquait aux gens, à toutes les semaines dans le coop hebdo, il y avait une partie qui était en lien avec la transaction, il y avait toujours une partie qui était en lien avec la coopérative. Fait qu'on menait toujours les deux de front de façon égale et puis on se répartissait les responsabilités. Je ne pouvais pas porter ça à moi seul, évidemment. Ça a été un travail d'équipe. C'était notre façon de faire les choses. Il y a une autre question qui demande comment est-ce qu'on finance le temps passé au montage de la coop. Alors, je vois qu'il y a eu quelques réponses d'Isabelle et Jean-Maxime, mais peut-être qu'on pourrait l'amener oralement pour tout le monde. Oui, en fait, il y a des outils financiers qui existent pour le faire. Là. Je pense que c'est probablement ces réponses-là qui ont été données. À l'interne, la volonté du Sénat était tellement forte pour que ça fonctionne que même au début, j'étais engagé, puis la coop, écoute, quand je suis rentré, là, il n'y avait même pas de système de paie en place là, pour la coop. On a vraiment parti ça scratch. Donc, le cédant a mis des billes. Il croyait, il avait confiance. Fait que moi, j'étais engagé, un peu comme un consultant au début. Là, on trouvait une façon là, que ça fonctionne pour que je puisse mettre du pain et du beurre sur mes toasts. Là. Mais Mathieu nous a aidés vraiment là, dans ce bout de relève-là, jusqu'à temps qu'on soit assez organisé pour être capable, nous, parce que je veux dire, le financement n'était pas encore attaché. Fait que Mathieu a investi, il a cru. Et ça, c'est du Inc. Ça, c'est prendre un risque. Comprenez, quand je parle de la jonction, là, fait que si on n'a pas un cédant qui est vraiment convaincu et qui va faire tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne, qui n'est pas prêt à prendre un risque, bien, dans notre histoire à nous, on aurait peut-être mis un genou à terre à un certain moment donné. Mais on avait le cédant qui était là et qui nous soutenait jusqu'au moment où est-ce qu'on a pu voler de nos propres ailes. Fait que ça nous a donné un bon break. Là. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions à main levée ou dans le chat? Je vois qu'on demande des précisions sur les programmes de formation de la prochaine année. Qu'est-ce qui est prévu dans la prochaine année maintenant que le transfert est effectué?
En ce qui nous concerne, bien évidemment, il va y avoir de la formation assurément au niveau du conseil d'administration, parce que dans le groupe, il n'y a pas d'expérience en termes de gouvernance. Fait que ça, il y a des formations extraordinaires qui existent, donc ça, il y a ça assurément. Il va aussi avoir sur notre conseil d'administration un administrateur externe, donc il y a un siège qui est réservé, et ça sera une personne qui a beaucoup d'expérience dans le domaine coopératif, dans la gouvernance, qui va venir siéger là-dessus. C'est quelqu'un qui nous est référé par Desjardins Capital. On l'a rencontré, puis donc ça va sécuriser au niveau de la gouvernance. Finalement, en cours de route, nous, bien, il y a beaucoup de formation qui est prise par notre personnel au niveau du travail comme tel, hein, en termes de traduction. Mais on va créer cet espace-là aussi pour que, bon an, mal an, il y ait de la sensibilisation et de l'information au niveau du modèle coopératif. Parce que ça serait facile de tomber dans on roule le business comme quand c'était le Inc., on met des comités en place, on oublie de sensibiliser nos gens sur le modèle coopératif. Ce n'est pas ça l'intention du tout. Fait que je suis convaincu, moi, que les gens du réseau Coop vont pouvoir bien nous accompagner et nous conseiller sur les formations à venir. On donnera aussi des moments à nos employés pour qu'ils puissent le faire. Puis, il ne faut jamais oublier une chose, nos Coop Hebdo se poursuivent. Donc, de la même façon, toutes les semaines, on rencontre nos gens. T'sais, on a un bureau à Québec, un bureau à Montréal. On vient de recruter pour le mec en février, on va monter au-dessus de 100 employés. Donc, à toutes les semaines, on rencontre les 100. Puis là, la magie du virtuel et du Zoom là, nous aide beaucoup. Puis dans ces meetings-là, il y a, oui, une portion qui est au niveau des opérations, mais il va toujours y avoir une portion au niveau du modèle coop. Donc, des petites capsules, de l'information, des choses comme ça, pour qu'on garde ça en tête tout le temps. Moi, je me demandais si je peux... Vas-y, Isabelle, je t'en prie. Question pour toi, Pascal. Dans votre processus là, de transparence d'information financière aux travailleurs, aux membres, oui. À quel moment ça s'est passé, ça, que vous leur avez communiqué, les chiffres de l'entreprise, le montant à investir? Ça s'est-tu fait au fil du temps ou à la toute fin, quand tout était ficelé, vous l'avez communiqué? Beaucoup plus à la fin, parce que dans le grand respect aussi des chiffres du Inc., évidemment, tu sais, on ne peut pas sortir les chiffres comme ça à tout le monde. Il y a une portion qui appartient au Inc., il fallait respecter ça. Fait au moment où c'était attaché, là, au moment où on avait les financiers étaient là, où tous les partenaires étaient d'accord, puis il restait juste à franchir les étapes de mise de fonds et tout ça, bien là, on a sorti les chiffres, puis c'est à ce moment-là qu'on a dévoilé. Là. Mais ça a été plus, je vous dirais, là, mettons qu'on split, là, dans le dernier quart de notre aventure de transfert où on a mis ces informations-là au vu et au su de tous. Puis ça a bien été. Ouais. Il faut comprendre qu'à la quantité de gens qui forment la coop, il y avait le mandat était donné au comité provisoire de faire ces opérations-là. Donc, il y avait un certain niveau de confiance. Fait que c'est vraiment le comité provisoire qui possédait cette information-là. Puis, à un certain moment donné, quand est venu le moment de l'ouvrir à tout le monde, on l'a ouvert. Puis, c'est là qu'on s'est bien parti. On a le temps de prendre une dernière question. Puis là, je vois dans le chat l'impact auprès des fournisseurs et des clients. Est-ce que ça a eu des impacts en termes de contrats? Est-ce qu'on en a perdu ou gagné? Ça, c'est exceptionnel. Nous, j'ai eu la chance avec Mathieu de rencontrer une quinzaine des plus gros comptes que nous avions. Déjà, Edgar avait une réputation exceptionnelle. Moi, je me suis rendu compte de ça. Je l'avais entendu. Là, j'ai eu le témoignage directement de nos clients. Puis plusieurs personnes de nos clients, il faut comprendre que nous, on a des gros clients institutionnels, entre autres, dans lesquels il y a des bureaux de traduction, puis ils nous envoient du travail qu'eux autres ne peuvent pas faire à l'interne. Puis plein de monde nous disait, mon Dieu, ça se prête tellement, le modèle coop se prête tellement à notre métier, pourquoi on n'y a pas pensé avant? Ça, c'est intéressant. Il y a même des gens qui nous ont dit, depuis que vous avez, soyez assurés qu'on était avec vous autres, avec ce modèle-là, on va continuer à vous encourager. Puis non seulement on va continuer à vous encourager, mais on va augmenter notre volume parce qu'on veut. Donc, ça a stimulé davantage nos clients. Puis, j'ai même eu un témoignage de quelqu'un on couvre mal tout le nord du Canada. Puis, on a quelqu'un dans le territoire du Nord-Ouest qui dit « Ah!
Mon Dieu, ça, c'est formidable. Moi, je veux en partir une coop de traducteurs dans le Grand Nord. Ça se ferait bien. On comprend que le Grand Nord, il y a des coops. Il y a un système coopératif assez important là, dans le nord du Québec et du Canada. Puis cette personne-là dit, moi, ma retraite, c'est le projet que j'avais. Je vais travailler avec vous autres pour y arriver. Fait que ça, c'était assez formidable. Puis, rapidement, parce que j'ai vu d'autres questions passer là, par rapport à la gouvernance, bien, conseil d'administration qui engage le directeur général, conseil d'administration au niveau de la gouvernance, ils ont un employé, c'est moi. Puis après ça, moi, j'engage là, le restant de la gang. C'est moi au quotidien. Fait que j'ai un bureau de direction. On a des comités de travail qui sont au niveau des opérations. On a aussi des comités de travail qui vont se créer au niveau du conseil d'administration. Puis il y a une belle cohabitation de tout ça. Il faut comprendre qu'on est en démarrage. On n'a pas eu encore un conseil d'administration du nouveau conseil. Fait que ça s'en vient. On a un AGA à la fin du mois de février. Parfait. Ben, merci beaucoup, Pascal. Sur cette note-là, c'est déjà 10h29, donc on va achever la conférence. Si on n'a pas eu le temps de répondre à toutes les questions, c'est parce qu'il y en avait trop. Donc, on redonnera, si possible, très bientôt des conférences avec des témoignages comme ça. C'est toujours inspirant. Je vous mets dans le chat rapidement un lien vers un sondage pour faire un suivi, évaluation de la conférence. Si vous avez besoin, je vais tout vous envoyer ça de toute façon par courriel. Et il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir été présent. Merci Isabelle, Grégory, Jean-Maxime, Pascal d'avoir été présents pour les présentations. Il n'y a que des commentaires positifs dans le chat. Donc, et puis merci à tout le monde qui a assisté à la présentation. On était plus de 40 personnes. Donc voilà, merci à tous et à toutes. Passez une excellente journée. Et puis tous les partenaires sont disponibles si vous avez besoin d'éléments supplémentaires pour des rencontres. Merci beaucoup. Merci Mathilde. Bonjour tout le monde. Bonne journée. Bye, bye tout le monde.